À chaque printemps, moi, j'ai hâte de voir si l'aigle est arrivé, puis si les deux sont là, qu'est-ce qui va se passer dans l'année. À chaque année, je perds pas la flamme, là. C'est toujours pareil. Je veux savoir, je suis intrigué de ce qui va se passer là, vraiment. Puis de me retrouver avec cet oiseau qui est un symbole de la vie sauvage. L'entendre crier parfois. J'ai même essayé de les imiter là, en sifflant. Puis ça marche un peu parce qu'il se tourne vers moi. Puis quand je fais cette imitation de cri-là, ben parfois, ça le fait réagir. C'est comme ça que je sais qu'il est là. Mais j'espère pas le déranger non plus, là. C'est pas un oiseau facile à observer. Il peut se percher au sommet des arbres dans le flanc d'une montagne, puis on le verra jamais. Ça arrive parfois là, que l'automne, on puisse le voir en vol, mais ça prend une chance de le voir. Il faut être chanceux de voir ça. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu as dans les mains? Ouais, en fait, c'est un télescope là, qui peut rapprocher jusqu'à 24 fois. Je l'ai monté sur une crosse, quasiment une crosse de fusil. Mais ça fait un outil qui me permet de... qui n'est pas très stable, mais qui me permet de suivre les oiseaux, dont l'aigle royal en vol. C'est plus flexible qu'un trépied. Et ça me permet de chercher. Puis ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de dos, quelqu'un qui pensait que je tirais sur un animal. Puis il m'avait averti que j'avais pas le droit de tirer ces oiseaux. C'est tout le contraire, là. C'est pas ça que je fais. C'est d'ici que souvent, le printemps, je vais partir en ski de fond pour aller à la montagne qu'on voit au loin, qui se perd dans les nuages. Là. Puis on voit justement, à droite, là, on voit justement, c'est l'endroit du poste d'observation, ça, de l'Aigle royal. C'est une partie de son habitat qu'on voit ici. L'aigle royal, c'est un des plus gros rapaces qu'on a au Québec, d'une part. C'est une espèce qui est vraiment répandue là, à travers le monde. Et en Amérique du Nord, il y a deux populations. Une population dans l'Est et une population dans l'Ouest. La population de l'Ouest est vraiment plus abondante, là, alors que la population de l'Est est vraiment limitée, nicheuse. C'est Ontario, Québec, Labrador. C'est une espèce qui est migratrice, donc qui va faire souvent des migrations là, de courte distance, c'est-à-dire qu'ils vont rester en Amérique du Nord, ils ne vont pas aller vers l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale. Et évidemment, c'est un rapace de grosse taille, donc il va se nourrir de proies assez volumineuses, là. Donc, souvent, ça va être des mammifères, essentiellement, et aussi des oiseaux. Donc, la sauvagine, entre autres canards, bernaches, ça peut arriver. Je sais qu'il y a aussi des fans de caribou, beaucoup, en Arctique. Comme ça rebondit sur la montagne, puis ça fait vraiment un bon courant d'air. Donc, on l'a vu monter, c'est comme juste planer comme ça, puis c'est ça que ça fait à l'automne aussi. Les oiseaux arrivent, puis là, ils se mettent à monter comme ça, là. Particulièrement quand il y a des vents ouest-nord-ouest, là, les oiseaux arrivent, là, puis se mettent à monter, là, puis là, ça passe en quantité, là. Les grosses journées, c'est 1200 rapaces à peu près par jour. Ça fait du rapace, ça, quand même, là. C'est vraiment cool. Mais là, c'est ça, la migration est pas mal finie, là. L'observatoire est vraiment axé initialement sur les rapaces. C'est un groupe qui est facile à suivre en migration. Ils migrent de jour. Donc ça facilite beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il suffit d'avoir un recenseur positionné, un belvédère fixe avec un protocole standardisé qu'on fait année après année. Puis tu es capable d'avoir vraiment des super belles données de tendance de population, là. Et quand quelqu'un n'a jamais vu un aigle royal puis en voit en migration, là, souvent, c'est un bon feeling.
C'est un oiseau qui a plus que 2 mètres d'envergure, qui n'est pas aussi abondant que le pigarde. Donc, souvent, pour les ornithologues, c'est une espèce qui est vraiment ciblée, là. C'est une observation qui est vraiment recherchée, là. On la retrouve surtout dans le nord du Québec. Donc, pendant l'été, à part si on connaît des sites où ils nichent, on les voit pas du tout. Et donc, c'est vraiment recherché au printemps et à l'automne. Puis nous, c'est à peu près une 30 à 50 par année qui passent. C'est pas beaucoup, là. C'est vraiment une espèce qui demeure là, relativement peu abondante par rapport à d'autres qu'on suit, là, comme la Busacuros ou l'épervier brun. Donc, c'est intéressant pour un ornithologue parce que les chiffres demeurent très, très faibles, même à des bons sites, là. Donc, c'est assez dispersé comme migration là, pour l'aigle royal. Là. Ça se concentre pas là, aussi facilement que d'autres espèces, là. Il y a 4 couples dans la réserve Matane, connus, puis il y en a 10 couples là, dans la péninsule gaspésienne. C'est une espèce qui niche beaucoup dans les falaises. Donc, on construit des nids là, vraiment sur des corniches. Et c'est ce qui limite un peu sa population dans le sud du Québec. Ça, c'est rare, mais j'ai vu tous les comportements de reproduction. J'ai vu se passer ça dans le ciel, puis les deux qui font des parages, puis qui se courent après, puis qui vont descendre vers le nid. Puis j'ai tout vu ces moments-là qui sont assez rares, là, pas faciles à voir, là. Mais toute la parade nuptiale, puis tout ça, j'ai vu ça. Je pourrais te décrire comment ça se passe, là, tu sais. Et ils nous arrivent à fin février, puis ils repartent à la fin de novembre. C'est qu'ils sont pas partis longtemps. Puis ils sont fidèles à leur site de nidification. Ça fait qu'on s'attend à chaque année à ce qu'ils reviennent. Puis c'est un oiseau qui vit une trentaine d'années. Ça fait que il peut se reproduire entre l'âge de 5 ans et 25-30 ans. Ça fait que on peut les suivre pendant plusieurs années. Ce qui a vraiment mené là, à son gros déclin partout aux États-Unis et au Canada, c'est la persécution humaine, l'abattage. Les gens avaient vraiment, là, il y avait un mythe associé aux aigles, là, ça pouvait s'attaquer au bétail, entre autres. Puis il y a des chiffres là, des années 40 à 60, là, que dans le sud des États-Unis, jusqu'à 20 000 aigles qui avaient été abattus. Donc carrément que le monde, là, ça tirait les aigles à vue, là. Il y avait même des primes qui étaient offertes. Si on remonte à nos premières connaissances, là, où il n'y avait que le couple d'aigles royaux du lac Matane qui était connu, il n'y avait pas grands observateurs qui s'intéressaient à ça. Mais depuis le temps, il y a plus d'observateurs. Il y a des suivis qui se font, là, soit par télémétrie, soit comme moi. Donc, on obtient de l'information. Depuis que je suis très petite, j'ai toujours aimé l'ornithologie, puis c'est le fun parce que les oiseaux sont vraiment partout. On a souvent tendance à les oublier. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant de les voir, sauf qu'ils sont souvent très petits et difficiles à observer. Donc là, c'est vraiment plus intéressant de pouvoir les avoir en main, regarder plusieurs critères qu'on n'aurait jamais pu remarquer juste avec nos jumelles. C'est des filets de 12 mètres de long par 4 mètres de haut. Les filets, ils ont vraiment des petites mailles. Ça, c'est parce qu'on vise vraiment à attraper des petits oiseaux, donc tous les passereaux. Quand, par exemple, on fait du bagage comme plus de canards ou d'autres oiseaux, les mailles vont être beaucoup plus grosses. Les mailles sont tellement minces que même de loin, moi, j'ai de la difficulté à les voir. Donc, les oiseaux, évidemment, les voient pas. C'est comme des poches. Donc, souvent, l'oiseau va rentrer et va tomber dans le fond de la poche. Ils vont pas vraiment pouvoir bouger. Non, l'oiseau, sur le coup, il interprète ça un peu comme une prédation, comme s'il il était en danger. Ça, c'est un bruin à couronne blanche. Ça fait partie
des espèces de bruants plutôt de grande taille. Ça, c'est un nicheur relativement nordique. Pour les plus au sud, on va les trouver sur la basse côte nord. Et puis après, ça va nicher jusqu'à la limite de la toundra, voire même au début des zones de toundra. On va le mettre dans un sac pour pas qu'il stresse plus. Voilà, là, c'est un sac en tissu qui permet à l'oiseau de respirer, et tout en faisant en sorte qu'il soit assez occultant pour ne pas voir à travers et puis pour qu'il n'ait pas besoin de stresser s'il voit des mouvements. Un bagage, je t'interromps. La première fois que j'ai pris dans ma main, j'avais un peu peur de le briser. Puis c'est un peu particulier aussi parce que les oiseaux ont vraiment une température corporelle plus élevée que la nôtre. Donc dès que tu le mets dans ta main, ils sont vraiment chauds. C'est une petite boule chaude et douce dans ta main, puis elle est très, très fragile. Moi, j'avais souvent peur. Souvent, je les échappais plus au début parce que je voulais pas les retenir. Je savais pas comment bien les manipuler, mais avec le temps, le démaillage se fait de plus en plus vite, puis toutes les manipulations aussi. L'expérience. Ouais. Les oiseaux, quand ils sont capturés, ils se demandent un peu ce qui se passe. Il va y avoir un stress qui va être assez intense, mais qui va être très ponctuel. C'est-à-dire qu'une fois que l'oiseau a été mis dans le sac, ramené à la station de bagages, bagué, une fois qu'il est relâché, c'est exactement comme s'il avait échappé à une prédation d'épervier ou quelque chose comme ça, ce qui lui arrive pas tous les jours, mais presque. Toutes les espèces qui passent dans le secteur vont être capturées, vont être baguées. Donc l'action de bagage, c'est pour mettre une bague à la patte d'un oiseau. Et puis à chaque jour, on va ouvrir les filets pour capturer des oiseaux. Et puis ces oiseaux-là, une fois bagués, on va les relâcher. Ils peuvent rester plusieurs jours sur le site. Et ce temps de résidence sur un site de halte, ça va être une information comme une autre qui va être intéressante à consulter pour voir comment, elle évolue, quelles sont les conditions qui impose aux oiseaux de rester sur un site de halte migratoire. Et donc, on va aussi prendre les informations des oiseaux qui sont déjà bagués. Donc, on va lire le numéro de bague, on va savoir depuis combien de temps il est là, s'il était déjà venu les autres années. Donc, on va avoir des informations sur la longévité des oiseaux. Donc, il y a toute une série de paramètres quasiment infinis, en fait, qui sont récoltés et qui permettent d'être élucidés grâce aux données de bagage. La totalité des bagueurs et des naturalistes qui font ces inventaires-là sont amoureux des oiseaux. Ils se lèvent à 2h30 du matin pour aller faire ces inventaires-là de façon bénévole pour la quasi-totalité de l'équipe. Et évidemment que si c'était pour faire du mal à des oiseaux, il n'y a rien qui se ferait. Ce qui est intéressant avec la vallée là, de la rivière Grande-Bergeronne, c'est qu'on est en plein cœur du village, puis c'est pas développé. Je veux dire, il y a combien d'embouchures de rivières comme ça que dans d'autres villages que ce serait juste des maisons partout, là, parce que c'est comme un des plus beaux spots. Mais le village est vraiment développé un peu plus vers l'arrière, puis un peu plus vers le fleuve du côté est. Ça fait en sorte que toute l'embouchure de la rivière est vraiment presque intacte, là. Donc, ce qui fait en sorte que les oiseaux, quand ils arrivent, et justement, d'une part, c'est très naturel. Puis ils peuvent, s'ils arrivent leur migration au printemps, mais ils vont atterrir beaucoup le long du fleuve Saint-Laurent. Puis après, ils peuvent remonter tranquillement vers le nord, vers ici, allongeant justement les arbres. Donc, nous, on met un site de capture ici, puis justement, ça capture bien à cause que les oiseaux là, se déplacent là, vers l'intérieur des terres, là. J'adore ça, je suis bénévole, ça fait des années. Puis chaque saison de bagage que je suis capable de me libérer là, de quelques semaines de travail, je viens bénévolement, ça me fait plaisir. L'équipe de l'Observatoire compte 2 stagiaires là, de nouveau cégep, un qui est en technique d'aménagement faunique, puis un second qui est en bioécologie. Puis aussi des gens gradués, des techniciens, des biologistes qui viennent, des passionnés d'oiseaux qui sont prêts à donner du temps. Quand je dis passionné, c'est passionné. Là. Quand tu prends tes vacances pour venir faire ça, tu te levé à 4 h du matin, là. C'est pas fait pour tout le monde, je dirais. Là. Non, moi pas. Je me suis fait mordre l'autre jour, puis j'ai encore des bobos, c'est doux. Ils ont pas un gros bec pour rien. Le bagage, c'est un outil scientifique d'inventaire des populations d'oiseaux.
et qui a en fait deux vocations principalement. Il y a une vocation de conservation dont le but est d'avoir des outils de veille sur l'évolution des populations d'espèces migratrices en particulier. Et donc ça, c'est un paramètre plus de conservation. Il y a un paramètre plus de recherche fondamentale, où il y a des chercheurs, des scientifiques qui vont équiper des oiseaux avec des bagues, ou même des fois avec des émetteurs, etc., pour pouvoir mieux comprendre leur route migratoire, pouvoir suivre leur comportement sur leur site de reproduction, pouvoir connaître leur domaine vital, pouvoir connaître plein d'informations comme ça qui peuvent être récoltées aussi grâce grâce au bagage. Des programmes qui vont être associés juste à une espèce en particulier pour connaître un petit peu, c'est ça, leur comportement sur leur site de reproduction, pour pouvoir connaître l'évolution des populations, savoir un peu le recrutement dans la population, etc., etc. Il y a plusieurs stations comme ça à travers le pays. Là. On a une trentaine de stations. Ça permet vraiment de savoir par région c'est quoi les données de tendance de population. Donc, c'est un projet parmi d'autres qui sert à ces données-là, là, entre autres. Non. J'ai pas de shot excellente, là. Ça a sauté, hein? Et je me suis fait dire des fois, hey, tu devrais me dire où est-ce que c'est, parce que moi, j'ai un meilleur équipement que toi, puis je pourrais avoir des meilleurs shots. Puis là, il se rendait compte qu'à 300 mètres, 350 mètres, même si c'est un excellent appareil, il y a toujours l'air qui est humide, il y a l'air qui empêche de prendre quelque chose de parfait. Donc, là, les photographes vont se dire, on va s'approcher plus. Mais si on s'approche plus, c'est pas une bonne chose, là. À tel point qu'à un moment donné, je vais faire une visite, puis je me rends compte que il y a quelqu'un qui s'est fait une cache pour être très, très proche de l'Aigle-Royale, du nid d'Aigle-Royale. Fait que là, je me suis dit, c'est assez, là. Moi, je vais faire moins de diffusion avec ça parce que là, les gens ne savent plus où s'arrêter là, pour être capable de s'approcher, pour prendre des photos ou autre. Comme on sait que l'Aigle-Royale est très sensible au dérangement, à l'activité humaine, bien là, je me disais, oh, là, ça devient trop fréquenté, puis il peut y avoir du dérangement. Puis même, je laissais un carnet de notes au site d'observation pour que les gens qui passent par là puissent laisser des notes sur leur observation. Depuis un certain nombre d'années, je ne laisse plus le carnet parce qu'il n'y a pas eu de succès de reproduction. C'est-à-dire que les aigles royaux décorent les nids, puis après décoration, il ne se passe plus rien. Puis on sait qu'un jeune aiglon qui prend son envol, il y a 30 % de survie. Puis si depuis 6 ans, il ne se passe absolument rien, bien, on s'en va quasiment vers un déclin. Il faut se poser des sérieuses questions. Des gens comme Louis, qui va depuis je ne sais pas combien d'années, à suivre toujours son ou ses couples d'aigles royaux, voir quel nid qui est occupé à telle année. C'est hyper important parce qu'il n'y a pas assez de ressources au ministère pour faire tous ces suivis-là. Là. Souvent, c'est même en zone assez éloignée. Là. Donc, ça a vraiment un rôle. Là. Les gens comme Louis, qui est sur le terrain, qui est prêt à le faire bénévolement, puis il en donne du temps. Souvent, ces gens-là, là, il y a la même chose. Toutes les espèces menacées, c'est comme ça que ce soit. Puis, évidemment, il y a beaucoup d'espèces. Faucon pèlerin, pigalle et aigle royal, mais le faucon pèlerin, entre autres, ça niche aussi là, en milieu urbain, le long des falaises, dans les carrières. Ça. Donc, il y a des bénévoles dans la région de Montréal là, ils passent des centaines d'heures par année là, à suivre là, plusieurs couples, là, voir comment ça va la reproduction à chaque année. Là. Donc, ça a vraiment une grosse valeur, ça aussi. Là. Il faut prendre des mesures pour essayer de protéger cette espèce-là, dont protéger son habitat. Parce que si on regarde l'habitat qu'occupe un couple, si on regarde les 4 couples de la réserve Matane, bien, ça couvre la chaîne des chic-chocs, ça. L'activité qui se passe autour, l'activité forestière, c'est dérangeant pour la nidification. C'est peut-être moins important au niveau, par exemple, de son alimentation parce que ça crée des espaces ouverts. Donc, il peut chasser là-dedans. Mais par contre, ce qui se passe très proche des nids, là, il s'est fait des coupes forestières à peu près à 400 mètres là, autour du site de nidification. Bien, c'est sûrement pas une bonne chose parce qu'on le sait qu'il est dérangé par ces activités-là.
Fait que je trouve ça très important de pouvoir les protéger pour assurer qu'il y en ait plus tard.